Voilà un détour par le Québec à l'heure où nous réfléchissons ici en France au rôle de l'école dans l'intégration. Que peut nous apprendre ce modèle avec ses similitudes et ses différences sur la laïcité, sur l'apprentissage de la vie en commun? Est-ce qu'on n'en demande pas trop à l'institution scolaire? Et puis plus largement, des deux côtés de l'Atlantique, on n'a pas tout à fait le même rapport aux religions et à la diversité. D'où vient ce clivage? Voilà quelques-uns des thèmes que nous allons aborder après ce film Maisonneuve, l'école du vivre ensemble, signé Nicolas Vadimov et Emmanuel Walter. Et nous allons le faire en confrontant les points de vue de nos deux invités de personnalité. Bonjour Najat Vallaud-Belkacem. Bonjour. Merci d'être avec nous Merci. dans ce studio, ancienne ministre de l'Éducation sous François Hollande. Et bonjour à Mathieu Bock-Côté. Vous êtes en ligne précisément de Montréal, intellectuel québécois, sociologue, essayiste. Vous intervenez régulièrement dans le débat public en France, notamment dans Le Figaro. Alors un mot d'abord, Najat Vallaud-Belkacem, je parlais de détour à propos de ce film, Détour au Québec. C'est toujours intéressant d'aller regarder comment ça se passe ailleurs. Ce qu'on vient de voir là-bas, dans cet établissement de Maisonneuve, c'est éclairant sur ce qui se passe chez nous, ici, en France. Il y a de nombreuses similitudes, ça n'aura pas manqué d'apparaître aux yeux de tous les téléspectateurs. Après, c'est vrai qu'on regarde toujours avec beaucoup d'intérêt ce qui se passe au Québec parce que sur les questions d'éducation, de pédagogie, souvent il semble avoir une réflexion d'avance aussi. Et donc, c'est intéressant de se dire que finalement, même avec une réflexion très poussée depuis longtemps sur la question notamment de l'inclusion dans les établissements scolaires, ils se sont retrouvés confrontés eux aussi à la tentation de radicalisation et à la radicalisation d'un certain nombre d'élèves. Donc, en fait, ça dit d'une certaine façon l'universalité ou l'universalisme de ce De type ces questions. de défi et de complexité, oui. Mathieu Bock-Côté, ces étudiants, cet établissement que nous venons de voir, cet établissement de Maisonneuve à Montréal, ils sont représentatifs de la situation canadienne ou peut-être plus spécifiquement québécoise? C'est très différent d'ailleurs. Oui, il y a une différence très marquée entre le Québec et le Canada. C'est-à-dire le Canada fonctionne sur les codes du multiculturalisme canadien, qui est la doctrine d'État au Canada. Le Québec, qui fait bande à part dans la fédération, qui est une nation à part entière, mise plutôt sur un modèle qu'on disait historiquement de convergence culturelle et plus proche de la France à certains égards, une vision très favorable de la laïcité. Dans les faits, ce qu'on voit à Maisonneuve, il y a une très petite mention qui est faite au début de la présence d'un imam qui a contribué à radicaliser une partie de quelques jeunes au cégep. C'était assez inquiétant. Donc, on le mentionne très brièvement et ensuite, on fait comme si le principal problème, c'est l'absence d'ouverture à la diversité de la société québécoise, le manque de représentativité ou de représentation des populations issues de l'immigration. Ce qu'on oublie, c'est à quel point le Québec a été marqué depuis 25 ans par des changements démographiques significatifs et qu'on ne peut pas tout demander à un cégep, à un collège, une université, une école, quand la pression démographique et sociale est telle, on a beau vouloir intégrer, les capacités d'intégration ne sont plus là. Donc, je pense que c'est une donnée centrale à garder à l'esprit. Alors, on va avoir l'occasion de parler des questions de diversité, des différents modèles et notamment des questions démographiques que vous venez d'évoquer. Mais je voudrais qu'on reste quand même quelques instants sur la question vraiment pédagogique. Najat Vallaud-Belkacem, vous disiez que le Québec a parfois un temps d'avance. Quels enseignements, quelles bonnes pratiques vous tirez de ce qu'on a vu dans ce film si ces personnes qu'on a vues ont un temps d'avance? Je pense qu'au-delà de ce qu'on a vu dans le film, mais de longue date, le Québec est connu pour avoir une réflexion poussée sur la prise en compte de l'élève, en quelque sorte. C'est-à-dire le fait, dans le système éducatif, dans la politique pédagogique, de cesser de s'adresser à une masse d'individus indifférenciés pour voir au sein de ces élèves, finalement, des individualités auxquelles il faut que l'enseignement s'adapte si on veut les faire réussir. Mais est-ce que ça ne se heurte pas justement à la question de la diversité, puisque par définition, quand on cherche à prendre chaque situation individuelle, qui est unique, eh bien, ça demande beaucoup de moyens. Eh bien, en fait, c'est plus ambitieux en réalité, mais vous dites juste, c'est-à-dire que c'est plus ambitieux de chercher à traiter chaque élève et chaque individualité à part que de se contenter de s'adresser à une masse indistincte. Sauf que le problème, c'est que c'est plus facile de s'adresser à une masse indistincte
Mais derrière, on laisse généralement 30% de la classe un peu reléguée parce qu'elle n'aura pas réussi à suivre comme le reste de la classe. Et donc la question, pour nos sociétés, pas simplement pour la société québécoise, c'est quelle priorité accordons-nous au fait de lutter contre le décrochage des élèves? Quelle priorité accordons-nous au fait de faire réussir tous les élèves? Et c'est en cela que je dis que la réflexion sur la pédagogie s'impose et que souvent le Québec est en avance. Et cet objectif, Mathieu Bock-Côté, cet objectif que décrit Najat Vallaud-Belkacem, est-ce qu'il est réaliste ou alors complètement idéaliste selon vous? Je crois qu'il y a une part manquante dans ce que vous appelez cet objectif, c'est-à-dire au Québec, une inquiétude qu'on a depuis plusieurs années, c'est qu'on fait l'expérience des limites de cette pédagogie qui se veut inclusive, mais qui en dernière instance en vient, sur le plan scolaire, là, au-delà de la question de la radicalisation, on en vient à on peine à transmettre une culture générale, un savoir, des connaissances historiques. Donc, l'envers de cette approche, c'est cette volonté de toujours s'adapter à l'élève tel qu'il est. C'est une forme de nivellement vers le bas que nous subissons, dont on en voit l'écho ensuite dans la vie publique. Et le drame, me semble-t-il, c'est que dans une société instagramisée, une société dominée par les réseaux sociaux, une société où le savoir se fragmente, une société qui pousse une forme d'individualisme jusqu'au narcissisme, l'école devrait être le lieu de transmission d'une culture générale, d'une certaine verticalité aussi, d'une certaine culture commune, d'un certain patrimoine de civilisation. Et il se peut, et je le dis avec tristesse, que l'école québécoise ne soit pas exactement à la hauteur tout le temps. C'est pas une catastrophe, mais il se peut que de ce point de vue, nous regardions la France en se disant la France a des choses à nous apprendre dans son rapport à la culture générale, à la littérature, au rapport à l'histoire. Donc d'un côté de l'autre, comme de l'autre de l'Atlantique, il se peut qu'on se désire sans le savoir. Moi, simplement pour répondre, parce que je crois que c'est un sujet absolument majeur, simplement pour répondre, ça n'est pas parce qu'on dit il faut prendre les élèves tels qu'ils sont et chercher à les faire progresser en partant de leur réalité, de ce qu'ils sont et pas d'une image idéalisée des élèves, d'accord? Ce n'est pas parce qu'on dit cela, prendre les élèves tels qu'ils sont, qu'on n'a pas évidemment pour ambition et pour vocation de mener ces élèves à partager une culture générale commune et donc à avoir des exigences qui soient de même hauteur et de même niveau pour l'ensemble de ces élèves. Ce que je crois, moi, c'est que vraiment, c'est en partant de ces élèves tels qu'ils sont, de leurs difficultés, de leur réalité, de leur décrochage parfois, qu'on pourra à la fois les amener à se dépasser, c'est-à-dire à devenir meilleurs par rapport à la situation dans laquelle on les a pris. Et finalement, parce qu'on aura eu la même exigence et la même attention pour eux que pour les élèves les plus avancés, à créer du commun. Vous voyez, moi je pense qu'au contraire, on ne crée pas de commun, pour reprendre vos termes, lorsque on a un discours qui soi-disant s'adresse à tous les élèves, mais dont on sait pertinemment qu'il n'est compris que par une partie d'entre eux, et qu'il n'est juste pas compris, pas entendu, pas intériorisé par l'autre partie. Et au fond, même si les deux sujets sont distincts, c'est aussi ça qui conduit aux problématiques de ces élèves qui ne se sentent pas de place soit dans leur établissement scolaire, soit dans la société française, soit dans la société québécoise, au fond, au manque d'inclusion. Je voudrais qu'on s'intéresse à un personnage qui est intéressant dans ce film. C'est celui qu'on appelle le travailleur de corridor. Alors, c'est un terme que j'ignorais avant de voir ce film. Cet homme est surnommé par les élèves Momo. On va regarder un extrait puis on en parle après. Il fallait réagir et faire quelque chose parce qu'on se disait, qu'est-ce qui se passe à Maisonneuve? Le ministère nous a demandé de présenter une demande. On a présenté une demande où c'est ce qu'on avait appelé des travailleurs de corridor, donc d'avoir des personnes qui pourraient être plus dans les couloirs, dans les corridors, aller chercher pas seulement les étudiants qui se présentent dans les bureaux, mais des étudiants qui vont pas spécialement dans les bureaux, mais qui auraient besoin, ne serait-ce que d'être entendus, d'être écoutés, pour ensuite les référer à de l'aide éventuelle. Najat Vallaud-Belkacem, ce personnage, ce type de métier, il existe en France, dans un certain nombre de lycées? Alors, on n'a pas la notion de travailleur du corridor. D'ailleurs, c'est assez intéressant. J'aime bien le langage québécois parce que souvent, il a des mots qui disent les choses assez simplement. Mais en l'occurrence, on pourrait dire que jouent ce rôle les assistants de vie scolaire, par exemple. Un certain nombre. En fait, nous, en France,
on a la chance d'avoir au sein des établissements scolaires, pas simplement des enseignants, mais aussi ce qu'on appelle des personnels non enseignants, par exemple le conseiller, le CPE, voilà, qui va être là normalement pour écouter les élèves, pour identifier un certain nombre de problématiques, pour aider à les résoudre. Donc c'est ces médiateurs-là aussi qui jouent un rôle important, qui n'existent pas dans tous Mais les alors, il faut pays. qu'il soit très bien formé, parce que c'est intéressant, dans le film, cet homme, ce travailleur de corridor, parle du fait religieux et du fait que, voilà, si la religion, c'est important pour ses élèves, il faut le respecter. Et du coup, voilà, je suis là, je suis prêt à en parler avec eux. Est-ce que chez nous, il y a cette formation, ce souci-là, dans la formation qu'on fait notamment pour les assistants ? Alors, c'est une question qui s'est posée très très fort, notamment au lendemain des attentats contre Charlie en 2015. Lorsque vous étiez J'étais alors ministre de l'Éducation. Et rappelez-vous des débats nombreux qui ont eu lieu autour de est-ce que le fait religieux est suffisamment enseigné à l'école. Et le fait religieux n'était pas absent des programmes scolaires, contrairement à ce que racontent certains. Ça fait longtemps que le fait religieux est présent dans les programmes scolaires, bien avant moi, ce que je veux dire. Mais est-ce que les enseignants étaient suffisamment formés pour aborder ce sujet-là, comme pour aborder les questions de laïcité? La réponse était non, et c'est pour ça qu'on a essayé d'améliorer ce point. Mais là, si je peux me permettre, il y a une nuance, c'est-à-dire que dans la manière dont cet homme, qui n'est pas un enseignant, aborde ces questions-là, c'est très personnel. C'est-à-dire que là, des jeunes vont leur parler non pas forcément du fait religieux, mais si j'ai bien compris, si j'ai bien vu ce qu'il y a dans le film, ils vont leur parler de leur foi, de ce en quoi ils croient. Ça, c'est totalement impossible en France. Non, ça n'existe pas tel quel, en effet, dans les établissements scolaires. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que le système québécois et le système français ne sont pas exactement les mêmes, c'est clair. Nous, on a un système laïque, qui est reconnu pour cela, d'ailleurs, dans les établissements publics, en tout cas. Peut-être qu'il en va autrement dans les établissements privés, naturellement. Mais les établissements publics, ce que nous avons tenté de faire à partir de 2015 en particulier, c'est que toutes ces questions puissent être posées, et notamment dans le cadre de ce qu'on a appelé l'enseignement moral et civique, avec des enseignants qui soient formés pour les accueillir, ces questions, et pour pouvoir y répondre, mais qu'en revanche, partout soit rappelé le principe de neutralité des établissements scolaires. Rappelez-vous, nous avons apposé partout la charte de la laïcité à l'école, nous la faisions signer par les parents au moment de la rentrée scolaire. Enfin, il y avait des règles, et surtout, nous avons tout fait pour expliquer aux élèves que la laïcité est une valeur positive dans le sens où elle avait vocation à les protéger. C'est-à-dire que c'est grâce à la laïcité que vous soyez croyant ou que vous ne le soyez pas, et quelle que soit votre religion quand vous en avez une, l'école, les services publics vous traitent de la même façon, sans discrimination aucune. Donc, je crois que ça, normalement, on a dû progresser sur le sujet. Alors, il y a une règle très claire, donc la laïcité, une charte de la laïcité dans les établissements français. Il y a au Québec peut-être quelque chose qui permet d'introduire parfois de la nuance que vous appelez les accommodements raisonnables. Il faut que vous nous expliquiez de quoi il s'agit, Mathieu Bock-Côté. Alors, essentiellement, c'est une marque distinctive du multiculturalisme canadien, mais adaptée ensuite au Québec, c'est-à-dire c'est cette idée qu'une même règle s'appliquerait à des populations différentes de manière, serait-elle égalitaire, elle aurait des effets inégalitaires, et donc il faudrait accommoder les différentes minorités qui auraient des revendications particulières, des doléances particulières sur une base généralement ethno-religieuse. Ce qu'il faut savoir, cela dit, c'est que depuis 2007, au Québec, il y a eu une remise en question très vive de l'idéologie des accommodements raisonnables, une remise en question très vive du multiculturalisme canadien en général. Et le Québec s'est engagé dans un débat sur la laïcité qui l'a amené en 2019 à adopter une charte de la laïcité qui, d'un point de vue français, serait absolument minimaliste. On s'entend, c'est une charte qui oblige les employés de l'État en situation d'autorité, incluant les professeurs, à ne pas porter de signes religieux ostentatoires lorsqu'ils sont en fonction, tout en reconnaissant une clause de droit acquis à ceux qu'ils portaient déjà. Cela dit, donc ça, c'est le modèle québécois tend vers la laïcité. Mais au même moment, il ne faut pas oublier qu'au Canada, vous avez, au nom de l'ouverture à la diversité, entre guillemets, vous avez par exemple la possibilité, au niveau fédéral, de prêter votre serment de citoyenneté au Canada avec le niqab, sans même avoir à le soulever un instant, sans même avoir à faire un sourire au moment de faire de son serment de citoyenneté, au nom de l'ouverture à la diversité. On est dans un pays qui nous explique, le Canada, c'est ce que disait Justin Trudeau, mais il était assez fidèle à l'idéologie dominante, que c'est un pays sans culture commune, sans noyau culturel.
Et dans cet esprit, donc, le Canada refuse l'idée d'avoir une culture commune. Et je reviens juste un instant à mon exemple de niqab parce qu'il est important. On nous a présenté le niqab comme un symbole d'émancipation féministe parce que ça permettait aux femmes de s'affirmer librement sans recevoir les codes culturels contraignants des hommes, et d'émancipation des minorités parce que ça leur permettait de se définir librement sans avoir à subir les normes culturelles de la majorité. Donc, vous avez deux modèles vraiment ici. Le Québec qui refuse la logique des accommodements raisonnables, qui s'inscrit dans une logique de laïcité qui est conforme à son propre parcours historique, et le Canada qui s'enfonce toujours davantage dans un multiculturalisme particulièrement intransigeant. Et de ce point de vue, le choc entre la France et l'Amérique du Nord se vit à l'intérieur même de la fédération entre le Québec et le Canada anglais. Alors ça, ce sera très intéressant. Je vous promets qu'on aura l'occasion de revenir sur ces différences de vision entre l'Amérique du Nord et le cas peut-être particulier de la France et du Québec. Mais revenons un peu à l'école. Najat Vallaud-Belkacem, vous disiez tout à l'heure, au fond, ce qui est intéressant dans ce qu'on a vu dans le film, c'est qu'il y a aussi une forme d'échec, puisque ce modèle qu'on nous présente de ce collège de Maisonneuve aboutit tout de même à des radicalisations, à des tentatives de départ en Syrie. Au fond, on en demande beaucoup au Québec, mais aussi en France, à l'école, en matière d'intégration, en matière de diversité, de lutte contre la radicalisation. Est-ce qu'on n'en demande pas trop ? En tout cas, on peut pas se permettre de ne demander tout cela qu'à l'école. Ça, c'est insupportable. Et moi, je n'ai jamais adhéré à ce type de position outrancière, à mon sens. Je pense donc l'école comme creuset des valeurs républicaines, l'école qui fabrique des bons Français, des bons républicains. L'école a un rôle absolument fondamental à jouer, mais elle ne peut pas tout faire. Je veux dire, si l'école est positionnée dans un quartier complètement ségrégué, dans lequel les élèves font tous les jours l'expérience de la non-mixité sociale et du fait que liberté, égalité, fraternité, c'est que des beaux mots inscrits au fronton de leur établissement scolaire. Non seulement ils n'accordent plus de crédit à ce qu'on leur raconte à l'école sur ces sujets, mais en plus, ils en viennent même à en vouloir à l'école. Et d'ailleurs, on a vu souvent dans des situations d'émeutes, etc., des individus qui en viennent à brûler leur propre école. Et c'est la rage qui parle, et c'est terriblement triste et dramatique de constater cela. C'est ce gap entre ce qu'on leur a appris et la réalité de la société. Donc, en fait, pour rendre service à l'école, pour rendre service aux enseignants qui font quand même un travail tellement difficile, le reste de la société, et les pouvoirs publics en particulier doivent y veiller, doit se mettre en conformité. Avec les valeurs de la République dont on demande aux enseignants de les transmettre à l'école. Et ce n'est pas toujours le cas. Et s'agissant des familles, eh bien, on est aussi dans une société, je pense que ça vaut aussi au Canada, dans laquelle les parents sont aussi à l'égard de l'école, parfois de plus en plus dans une situation un peu de consumérisme, souvent de plus en plus aussi dans un regard critique sur ce qui s'y fait ou ce qui ne s'y fait pas, et donc beaucoup de récriminations à l'égard des enseignants. Et je pense que tout ça nuit considérablement à l'école et surtout au crédit de l'école auprès des élèves. On ne peut pas tout demander à l'école. Le film est sous-titré « L'école du vivre ensemble ». Mathieu Bock-Côté, le fait de vivre ensemble, est-ce que ça s'apprend ? Est-ce que ça s'apprend à l'école ? Alors ça, je pense que c'est une excellente question. Aujourd'hui, on a tendance à transférer vers l'école l'ensemble des fonctions d'intégration sociale qui étaient autrefois prises en charge par l'ensemble de la société. Donc, plus la société tend à se décomposer sous les différentes pressions, plus on demande à l'école de se transformer en super machine à intégrer socialement. L'école n'est pas toute puissante, l'école ne peut pas tout faire, mais l'école peut et doit jouer son rôle. Ensuite, on ne devrait pas, à mon avis, transformer l'école en laboratoire, comme certaines proposent, c'est-à-dire l'école qui serait le lieu de fabrication d'une société nouvelle, que l'école transmette la culture, le savoir, les connaissances, un certain patrimoine de civilisation, qu'elle permette à tous de s'élever par le détour des œuvres de la culture, et elle aura fait son travail. Si ensuite on demande à l'école d'inculquer une forme de morale civique. Et il faut savoir, le cégep au Québec, c'est 17, 18, 19 ans. Si à 17, 18, 19 ans, on doit encore faire le travail d'éducation à la morale civique, c'est qu'il y a une forme de retard social qui a été pris. On ne peut pas tout demander aux enseignants, on ne peut pas tout demander à l'école. Il n'en demeure pas moins que justement parce que l'école demeure la seule institution commune, c'est elle qui devrait avoir la responsabilité de transmettre la culture commune et de rappeler, je pense, une chose importante dans le documentaire, on le voit,
les jeunes arrivent dans une société, dans le cas du Québec, qui n'a pas le même rapport, par exemple, à la religion, à l'histoire et tout ça. Eh bien, il est nécessaire et utile que l'école rappelle à ceux qui y arrivent dans quelle société ils arrivent, que c'est une société qui a son histoire, sa culture, que ce n'est pas une page blanche et que c'est la vocation du nouvel arrivant dans l'école de prendre le pli de la société qu'il embrasse. Et de ce point de vue, l'école a un rôle fondamental, mais ce n'est pas un rôle, elle ne peut pas tout faire elle-même. C'est pas simple parce que vous dites, Mathieu Bock-Côté, que c'est au nouvel arrivant de prendre le pli, de s'intégrer en quelque sorte. Je voudrais qu'on regarde un extrait qui était significatif de ce point de vue-là. C'est lorsque une jeune femme qui est manifestement très bien intégrée, qui cherche à ouvrir le syndicat étudiant à des jeunes issus de la diversité, elle en parle, elle en débat avec ses camarades, des camarades qu'on voit par ailleurs manifester contre le racisme à un autre moment du documentaire. Eh bien, ce débat, elle échoue parce que ces jeunes ont du mal à s'ouvrir à la diversité. Regardez. Qu'est-ce qui fait qu'avec une aussi grande diversité à l'école, on retrouve pratiquement un pourcentage vraiment minime de cette diversité au sein de la SOGECOM. Et donc, c'est un peu là-dessus qu'on voulait diriger la discussion aujourd'hui. Je suis d'accord que c'est peut-être un problème, la représentativité dans la SOGECOM, mais je suis pas d'accord qu'il y a des choses à faire en tant que SOGECOM. C'est un syndicat étudiant d'implication volontaire. Je pense qu'essayer d'aller chercher les gens, puis d'essayer de force d'intégrer des gens de minorités visibles, ce serait pas trop une solution. Puis je pense qu'il y a beaucoup plus moyen que, sans faire exprès, on crée plus de mal que de bien, que si on laisse juste les gens aller. Puis si un jour, quand il y a des gens qui voudront s'impliquer, ils s'impliqueront. OK, donc pour toi, c'est les gens ne s'impliquent pas parce que le problème de représentation vient du fait que les minorités visibles du collège ne veulent pas s'impliquer? Non. Ce que je dis, c'est qu'il y a peut-être une raison pourquoi ils ne veulent pas s'impliquer, mais que je ne me sens pas à l'aise de la rechercher, de trouver c'est quoi, et je ne pense pas qu'en tant que SOGECOM, on devrait prendre comme tâche, comme espèce de mission, d'aller chercher les gens pour les forcer à s'intégrer. Là, on a vraiment sous les yeux l'exemple d'une difficulté d'intégration, de la confrontation entre des jeunes qui sont pleins de bonnes intentions, et puis il y a ce débat, alors, on ne dit pas son nom, mais de la discrimination positive. Voilà, on dit aussi, ce serait bien que les minorités visibles, on les intègre en tant que minorités visibles. Najat Vallaud-Belkacem, il vous frappe cet extrait ? En fait, moi, ce qui me frappe dans cet extrait, qui avait vraiment retenu mon attention au moment de voir le documentaire, c'est que vous ne trouvez pas surtout que quand on regarde ça de l'extérieur, on aurait énormément de mal à identifier qui est issu d'une origine étrangère et qui ne l'est pas là dans cet extrait. C'est ça qui est dingue. C'est que en fait, la réalité, c'est que l'intégration en question, je ne sais même pas s'il faut lui donner ce terme-là, c'est une réalité vécue par tellement de gens. Cette jeune fille, je ne sais même pas de quelle origine elle est, mais enfin, l'accent québécois, elle l'a. Elle ressemble à ses camarades, enfin, à part qu'elle est brune et que sa copine est rousse, je ne vois pas trop de différence. Et du coup, on se dit, mais enfin, quand même, les problèmes d'intégration ont été à bien des égards créés par des discours excluants, souvent portés par d'autres. Alors, d'ailleurs, les discours excluants, entendons-nous bien, hein. Pour moi, les discours excluants proviennent à la fois des intégristes fondamentaux qui cherchent à convaincre un certain nombre de ces populations issues de l'immigration qu'elles n'ont pas leur place dans la société d'accueil, mais et également, évidemment, de l'extrême droite qui cherche à exclure les populations immigrées en question. Mais la vérité, c'est que quand vous regardez ces enfants, et il y a un extrait aussi dans le film, vous vous souvenez d'une de ces jeunes filles, c'est peut-être elle d'ailleurs, qui dit moi, jusqu'à l'âge de 5 ans, 6 ans, en fait, j'étais la plus québécoise, la plus canadienne des Canadiens, je ne voyais pas de problème. Puis c'est dans les yeux des autres que j'ai commencé à percevoir qu'ils ne me voyaient pas exactement comme une Canadienne ou une Québécoise, mais comme quelqu'un issu de l'étranger. Et en fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'en vérité, il y aurait tout à fait moyen que l'intégration se passe bien, parce que, notamment par l'éducation, la fréquentation des autres, les choses viennent rapidement, surtout quand on les prend à un jeune âge. Et c'est terrible de se dire que tant de discours hostiles et excluants viennent en permanence nourrir les hostilités, les problèmes, et puis un jour, la radicalisation, parce qu'il va de soi que la radicalisation naît aussi de cela. Mathieu Bock-Côté, réaction à la fois à cet extrait et puis peut-être à ce que vient de dire Najat Vallaud-Belkacem.
Alors, par rapport à cet extrait, il y a deux problèmes très réels. C'est-à-dire, vous évoquiez des étudiants qui manifestent contre le racisme et contre l'extrême droite. Il faut savoir que le racisme en question qui est dénoncé là, c'est la charte de la laïcité du Québec qui était au cœur de l'actualité. Une charte de la laïcité qui est minimaliste et qui nous rappelle à quel point aujourd'hui on assimile au racisme ou à l'extrême droite tout et n'importe quoi. C'est-à-dire, si demander aux figures d'autorité de l'État de ne pas porter de signes religieux ostentatoires lorsqu'ils sont en situation d'autorité, lorsqu'ils enseignent, tout ça, c'est de l'extrême droite. Mais l'extrême droite ne veut plus rien dire. Premier point. Deuxième point, on a vu là aussi dans le film la scène de ce jeune Adam qui veut intégrer l'association étudiante, qui ne réussit pas à s'y faire élire. Personnellement, on voit c'est un jeune qui est assez hostile en général, assez agressif. Et immédiatement, il interprète le fait que les gens ne votent pas pour lui comme si c'était une marque d'exclusion et de racisme. Il peine, voilà, on le voit à l'écran, et il ne parvient pas à se demander si les gens n'ont pas voté pour lui, tout simplement pour d'autres raisons, parce qu'il est agressif, parce qu'il est hostile. Non, immédiatement, il doit interpréter ça comme une marque d'exclusion et de racisme. Donc moi, ce qui m'inquiète dans ce discours qui est très populaire quand même, ça consiste à toujours interpréter les difficultés d'intégration comme le symptôme d'un refus de la société d'accueil. Il serait intéressant que ce jeune homme, qui a pleine qualité, eh bien, se demande s'il n'a pas contribué lui-même par ses attitudes, au-delà de toute question de discrimination et de racisme, se pourrait-il que par son comportement, eh bien, il ait eu de la difficulté à se faire une place dans l'association étudiante. On est sur un point qui est très fin et très délicat, et puis c'est des situations personnelles, donc il est difficile de porter un jugement, mais de fait, c'est quelque chose qui souvent est renvoyé, les situations personnelles, l'interprétation qu'on peut faire du regard de la société sur les propres difficultés qu'on peut avoir à s'intégrer quand on est d'origine immigrée. Est-ce que là, pour le coup, le Québec n'a pas à apprendre de la France, Najat Vallaud-Belkacem ? Non, mais en fait, en vous écoutant, je pensais à un autre cas de figure, parce que c'est toujours intéressant de raisonner par analogie, qui est le harcèlement sexuel. Ça va vous paraître loin de notre sujet, mais je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en matière de harcèlement sexuel, vous connaissez ce débat qui consiste à dire oui, mais elle l'a ressenti comme étant du harcèlement sexuel, alors qu'objectivement, c'en était pas. Donc en fait, sur ce type de sujet, comme sur les sujets de racisme ou de discrimination, la façon dont l'individu va interpréter tel acte et tel événement compte. Je veux dire, on peut ne pas être d'accord. Vu de l'extérieur, à sa place, on n'aurait pas mal pris telle ou telle chose. Vous voyez ce que je veux dire ? Peut-être qu'à sa place, moi, je n'aurais pas pris ça pour du racisme. C'est clairement pas votre cas, Mathieu. Bon, mais le fait que lui l'interprète comme ça est un élément intéressant, néanmoins, pour dire qu'il y a un sentiment d'être discriminé, d'être l'objet de racisme chez une partie de jeunes, en l'occurrence dans la société québécoise, comme c'est le cas en France. Et que donc ce sentiment, on ne peut pas y être aveugle, on ne peut pas l'ignorer, on ne peut pas le sous-estimer, et on doit, en tout état de cause, s'attaquer aux racines du mal. C'est-à-dire que quand il apparaît qu'il y a des vrais cas de discrimination, des vrais cas de racisme, comme il y a des vrais cas d'harcèlement sexuel, etc., il faut que ce soit condamné par la justice, il ne faut pas que ce soit sous-traité, etc. Et au fond, le fait que ça ne soit pas le cas aujourd'hui, c'est-à-dire si vous reprenez les affaires de harcèlement sexuel, par exemple, on les condamne toujours pas autant qu'on devrait, les peines ne sont toujours pas aussi lourdes. Même chose avec le racisme, même chose avec les violences émanant parfois des forces de l'ordre, des choses comme ça. Eh bien, nourrit chez une partie de la population une espèce de suspicion permanente. Mais oui, si ça se trouve, j'ai été traitée comme ça parce que c'était du racisme. Donc, en fait, plutôt que de dire « Oh, arrêtons de parler de tout ça », j'ai envie de dire autre chose. Je vais renverser la proposition. Oh, réglons une fois pour toutes le problème, comme ça on arrêtera de parler de tout ça. Alors c'est très intéressant. On est au cœur du dernier sujet dont je veux parler. Je parlais de clivage tout à l'heure entre la vision nord-américaine et la vision française des questions d'intégration et de laïcité. Nous sommes assez régulièrement dans la presse anglo-saxonne attaqués pour une forme de ce que les anglo-saxons peuvent considérer comme une forme de racisme, c'est-à-dire notre rapport à la laïcité. Il y a en tout cas de l'incompréhension. Quelles sont, Mathieu Bock-Côté, les racines de ce malentendu ? Alors évidemment, je vais vous demander de faire court, mais de ce malentendu entre la vision nord-américaine et la vision française sur cette question de la diversité. Juste un petit mot simplement pour dire le problème avec ce que Mme Vallaud-Belkacem vient de dire, c'est qu'il y a tout un discours qui circule aujourd'hui, qui pousse les gens à traduire dans le langage de la victimisation, de la discrimination, des situations qui n'en relèvent pas. Donc ce discours
qui tend à pousser une mentalité victimaire, c'est inquiétant aussi, je dirais, par rapport à l'exemple qu'elle a donné, pas d'amalgame. Hein. Pas d'amalgame, pour une fois, ça s'applique. Pour la différence entre la France et l'Amérique du Nord, c'est que les anglo-saxons, et surtout, on pourrait dire, les États-Unis ont tendance à présenter la France comme une forme d'union soviétique des minorités, qui bulldozerait ces minorités, qui les écraserait, et il y a une forme de condescendance effrayante par rapport à la France qui a, en fait, il faut le voir, d'un point de vue anglo-saxon, c'est la France, c'est l'autre grande nation de la modernité révolutionnaire, appelons ça comme ça, c'est l'autre grande nation à prétention universelle. Et là, on se retrouve avec les Américains qui croient avoir un modèle valable pour tous, un modèle qu'ils veulent imposer à tous, qui ne parviennent et qui voient dans la France une forme d'entêtement contre-révolutionnaire, d'entêtement réactionnaire à ne pas se plier au modèle multiculturaliste. Et ça fait en sorte qu'on voit dans le New York Times, dans le Washington Post, dans les journaux du Canada anglais, une forme de condescendance effrayante, comme si la France persécutait ses minorités à temps plein. Et on aurait envie de répondre aux anglo-saxons: premièrement, vous n'avez pas trop de leçons à faire en matière des rapports entre les différents groupes ethniques dans une société. C'est pas ce qu'on pourrait appeler le modèle le plus égalitaire qui soit, mais il y a une difficulté à comprendre la légitimité d'un autre modèle que celui du multiculturalisme anglo-saxon. On ne va pas résoudre ici le malentendu qu'il peut y avoir entre ces deux côtés de l'Atlantique, mais la France, Najat Vallaud-Belkacem, souvent, notamment ces derniers temps, à l'occasion de faits de terrorisme, je pense à Samuel Paty notamment, c'est parfois trouvé un peu seul avec son modèle de laïcité. On persiste, on signe, on ne se laisse pas influencer par ce qui se passe en Amérique du Nord. Alors, moi, à titre personnel, je suis absolument convaincue par le modèle français. Vraiment. C'est-à-dire que c'est pas simplement culturel, c'est pas simplement parce que j'ai grandi dans ce modèle, c'est aussi philosophiquement parlant. Il faut pas oublier que la laïcité, ça a été porté d'ailleurs par des forces politiques de gauche, je le rappelle ici, parce que en fait, souvent maintenant, il y a une espèce de fausse interprétation, comme si c'était une notion qui venait plutôt de la droite, voire de l'extrême droite, parce qu'elle a été récupérée à certains égards par l'extrême droite. Mais non, ça a été porté à son origine par des forces politiques qui étaient convaincues de l'émancipation de l'homme et de la femme, donc de l'être humain. Donc, moi, je suis une tenante de l'émancipation de l'homme. L'émancipation, ça passe notamment par la capacité à distinguer ce qui relève du savoir et ce qui relève du croire. Donc, je suis pour la laïcité à l'école. Mais ce contre quoi je suis, c'est contre les discours qui utilisent la laïcité à des fins qui, elles, sont dévoyées, c'est-à-dire vouloir exclure une religion, des gens qui appartiennent à cette religion. Je pense que la laïcité a vocation à être aimée, en fait, par tous les enfants. Y compris à l'étranger, parce qu'on a vraiment du mal à... Alors, c'est ce que j'explique souvent. Moi, en plus, j'ai des collègues américains ou des collègues dans d'autres pays, évidemment, et vous avez raison, c'est vrai qu'il y a cette incompréhension-là. Mais encore une fois, lorsque je résume les choses ainsi, je vais les résumer à nouveau comme je le fais avec eux ou parfois avec les élèves. Il y a de nombreux pays dans le monde dans lesquels le fait d'appartenir à une minorité religieuse ou d'être athée alors que la religion officielle, c'est telle religion, eh bien, vous fait subir toute une série d'avanies, de discriminations, de manquements aux droits humains, de violations de vos droits, etc. Parfois, vous pouvez même être jeté en prison juste parce que vous n'avez pas la bonne religion. La France, avec sa laïcité, vous préserve de tout cela. Peu importe au pouvoir public, au service public, que vous soyez croyant ou pas, et quelle est votre religion, vous êtes traité de la même façon que les autres, et donc protégé de la même façon que les autres. Et donc, c'est à ce titre-là qu'il faut laisser les attributs les plus ostensibles aux portes des écoles et venir en effet sans voile, etc. à l'école. Merci beaucoup. L'émission est terminée. Merci à tous les deux. Merci Mathieu Bock-Côté de nous avoir consacré du temps de l'autre côté de l'Atlantique. Je renvoie à deux de vos ouvrages, Le multiculturalisme comme religion politique, qui était paru au CERF en 2016, et puis tout récemment chez le même éditeur, L'Empire du politiquement correct. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Et à très bientôt sur Public Sénat.